Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr et merci d'être là sur BFM Business Radio Télé mais aussi sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain avec le retour de Pauline Ducamp. Pauline, ravie de te retrouver. Bonjour François. Avec au sommaire donc de ce nouveau numéro. Vous avez certainement ressorti votre moto avec les beaux temps, mais attention, cette année l'homologation des casques change. Pascal Sabama nous explique tout. Très important comme sujet. Et puis tiens, écologique, hybride, électrique, autonome, à quoi ressembleront les Renault en 2030 ? On en parlera tout à l'heure avec l'une des porte-paroles de Renault. Alors l'essai de la semaine, elle se nomme la Toyota Aygo Cross. Alors c'est une petite voiture taillée pour la ville, mais elle a quand même un petit look de SUV, François. C'est un essai de Julien Bonnet. Elle est trop mimi. Tiens, et puis ça aussi c'est mimi. Regardez ça, si vous êtes avec nous à la télé. Petit véhicule qui s'appelle Biro et qui nous permet de nous faufiler comme ça dans les rues des grandes villes. On recevra le directeur général de Biro tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, le retour de En route pour demain, vous le savez, chaque week-end, on prend le temps, une petite demi-heure pour revenir à toutes les mobilités, les nouvelles mobilités. Vous voyez que c'est un secteur qui bouge énormément et on est bien évidemment très heureux de vous retrouver. On va commencer, Pauline, par Pascal Savama qui nous a rejoint pour un sujet d'actualité vraiment. Absolument, puisqu'on va parler homologation des casques moto. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Bonjour Pascal Sababa, qui est Alors, un motard, absolument, évidemment. absolument. Donc il a testé, bien évidemment, un petit. Non, un grand motard. Un grand motard. Petit, Mais avec en plus une grande question de sécurité aujourd'hui qu'on va aborder, puisque le casque, c'est un élément de sécurité indispensable quand on fait de la moto. Et là, les homologations de ces éléments de sécurité ont changé cette année. Exactement. Alors, c'est pas seulement indispensable, c'est obligatoire de porter un casque. C'est comme les gants, c'est obligatoire, il faut qu'ils soient homologués. Alors, l'ancienne homologation... Sur n'importe quelle, excuse-moi, je te coupe, mais sur n'importe quelle moto. Un 50, électrique, un thermique. cyclomoteur, une motocyclette légère, une motocyclette rapide, tout ce qu'on veut, il faut un casque et des gants homologués. Le blouson, on fait ce qu'on veut, chacun prend les risques qu'il veut. Voilà. Les bottes, chacun prend les risques qu'il veut, mais le casque et les gants, c'est obligatoire. Très bien. L'ancienne homologation, la 2205, elle a 18 ans. Il y a 18 ans, quand on homologuait un casque, il y avait 6 points d'impact qu'on testait, toujours aux mêmes endroits. Ça fait que les fabricants de casques d'entrée de gamme, qui voulaient un petit peu biaiser le système, renforcer les endroits où ils savaient qu'il y avait les impacts. Et puis les autres ? Et puis les autres, bon, après les grandes marques faisaient bien sûr leur travail correctement. Aujourd'hui, il va y avoir 18 points d'impact. 18 points d'impact qui vont être totalement aléatoires. Ils vont pouvoir changer. Il va y avoir des impacts directs, il va pouvoir y avoir des impacts obliques, ce qui ne se faisait pas avant. Mais pas seulement. Il va aussi y avoir, par exemple, celui-là, c'est un casque Shark. C'est le modèle Spartan à la nouvelle homologation. On va projeter des billes à 216 km/h sur la visière. Elle devra ni se fissurer, ni éclater, ni se détacher. Et donc, c'est autant de nouvelles contraintes que vont devoir gérer les fabricants de casques. Tout ça, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Exactement. Alors, il va aussi falloir gérer les équipements. Tous les équipements qui vont autour du casque. Alors, la visière solaire qui est à l'intérieur, mais aussi l'intercom qui va permettre de téléphoner, écouter des communications. Les petites caméras type GoPro qu'on peut mettre dans son casque. Exactement. Il va falloir, ça c'est le syndrome Schumacher, c'est-à-dire que si on fait une chute avec une caméra GoPro sur le casque, il ne faut pas que le système de support de caméra rentre à l'intérieur du casque et blesse la personne. D'accord. Alors, donc ça veut dire qu'il y a un renforcement, Pauline, il y a un renforcement en fait de la structure du casque. Toute la structure intérieure et extérieure est totalement renforcée. Ah oui. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je fais de la moto, j'ai un casque, est-ce qu'il va falloir que je change mon casque pour passer à cette nouvelle génération ? Alors non. Non, il y a eu beaucoup de panique. On a fait un article sur BFM Business. Beaucoup de gens sont inquiétés à savoir ça. Non, les choses vont vraiment se faire progressivement. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de juillet de cette année, les fabricants ne pourront plus faire homologuer les nouveaux casques à l'ancienne norme. Ça, c'est la première chose. En juillet 2023, ils ne pourront plus produire de casques à l'ancienne norme.
Ça, c'est encore autre chose. Et à partir de 2024, on ne pourra plus en vendre. Mais par contre, les utilisateurs, les motards, pourront continuer d'utiliser leur casque pendant les 5 ans. Ça, c'est la date préconisée, qui fait que pendant 5 ans, on sait que le casque est totalement sûr pour protéger la tête. Ça, c'est Donc, très il y aura important. Ça veut dire que tous les 5 ans, il faut plutôt changer de casque pour C'est être... fortement conseillé de changer de casque Un tous casque les 5 ans. vieilli s'abîme Ouais, avec le un temps. casque, mais oui, ce qui s'abîme, c'est la mousse qui est à l'intérieur, Mhm. c'est toute la protection Oui, qui et puis les commence mini-chocs qu'on peut avoir quand on Quand on le balade, pose, quand il Quand on le pose, quand on le fait tomber. Mais par contre, si on fait une chute avec un casque, même toute légère, le casque, faut le changer. Oui, faut le d'accord. changer. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de discussion, on ne peut pas le garder. Il est fragilisé. Et alors, plus sévère cette homologation, ça veut dire aussi que mon casque il va coûter plus cher. Et voilà, c'est ça, parce que j'imagine qu'il y a plus d'éléments de sécurité à l'intérieur. Eh ben, en fait, il ne va pas coûter plus cher à cause de la nouvelle homologation, mais il va coûter plus cher à cause de la nouvelle homologation. Et pourquoi? Eh ben, C'est bien tout joué, simplement. Pascal. C'est Oui, très, très c'est les clair. deux. C'est super. C'est hyper pas clair, mais c'est très clair en même temps parce qu'il y a des tensions sur les matières premières. Eh oui. Il y a le coût du transport qui augmente, le casque est plus lourd. Il va falloir trouver des matières premières un peu plus solides, un peu plus chères. Donc forcément, il va y avoir des prix et forcément, un casque plus lourd, eh ben, le transport a un impact directement dessus. On va trouver des casques. Alors, ce casque-là, il est autour de 500 €, un peu moins de 500 €. Ces casques-là vont rester au même prix. Mais ce qui va se passer, c'est les casques d'entrée de gamme. Les casques d'entrée de gamme qu'on pouvait trouver homologués à une 50aine d'euros, là, ça va être de plus en plus difficile. Et on sait que les casques d'entrée de gamme à 50 €, ils ne protègent pas aussi bien qu'un casque normalement conçu, quoi. Ouais. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est les casques non homologués, comme celui-là. Oula, qu'est-ce qui Alors, s'est si- passé, si- Pascal Il est là tout neuf. Ah, il est On tout a fait neuf un test, on a mis un coup de marteau dessus, un seul. Hein. Et Ah oui. pas un coup de marteau, c'est pas moi qui l'ai mis, par exemple. C'est une journaliste qu'on aime tous, qui a des petits bras et qui a mis un tout petit coup de marteau. Et voilà ce qui se passe. Ah oui, Un casque non homologué, la mousse, on voit la mousse à l'intérieur. qui est complètement abîmé. C'est ouais. de la mousse d'emballage, hein, je mets le Ah doigt dedans. Donc ça, faut surtout pas le porter. Surtout pas le porter parce qu'on risque sa tête, on risque sa vie. Et on risque de laisser sa moto parce que si on se fait attraper par les forces de l'ordre avec ce genre de casque, eh ben, la moto est immobilisée et une amende de 135 €. Donc, En fait, ces casques-là devraient être interdits. Ouais, là, il devrait être interdit. on c'est les extrêmement achète sur dangereux. les sites de vente en ligne d'accord. asiatiques Et oui, voilà. et pourtant ils sont livrés, ce qui devrait être formellement interdit. On ne devrait pas pouvoir en acheter en France. J'aime bien le warning qui a écrit Oui, sur le qui truc. était très, très... Enlevez l'autocollant avant de vous en servir, au cas où. Ouais, hein. avant de s'en servir, enlevez le casque même. Non, mais c'est dingue parce qu'il y a tellement d'écriture dessus que si tu n'enlèves pas l'autocollant, tu vois rien quand tu conduis. Quoi. Exactement. Très bien, mais merci Pascal pour toutes ces précisions. Et puis juste un petit clin d'œil, oui. avant que j'oublie, c'est les 10 ans de Moto Hero. Moto Hero, c'est quoi? C'est Le magazine de tous les fans de la moto. de moto, d'équipements moto, d'accessoires moto et de tout ce qui touche à la moto, jolie, belle. Ils ont 10 ans. Voilà. Eh ben, Donc, bon anniversaire. Bon Moto Hero. anniversaire. Merci beaucoup, Pascal. Tiens, eh bien, on parle d'anniversaire. À quoi ressemblera la voiture chez Renault en 2030 ? C'est dans quelques années, ça va vite arriver. Ça va, c'est même demain, c'est limite demain, François. On appuie sur le bouton maintenant de la machine à remonter le temps et on accueille notre invité Cléa Martinet. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors une voiture qui sera recyclable, mais qui sera aussi composée de matériaux recyclés. Une voiture qui sera aussi hybride, électrique, hydrogène, qui embarquera plein de technologies pour surveiller le conducteur, être sûr qu'il arrive à conduire sans danger, qu'il n'y a pas de problème sur la route, qu'il va bien. C'est un peu le portrait robot de la Renault en 2030. Et Cléa Martinet, on va la découvrir avec vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors vous êtes directrice développement durable et la semaine dernière sur le Change Now à Paris, donc un salon autour de l'innovation et autour de l'environnement, en fait, vous avez présenté donc ce Scenic Vision. Alors, ce Scenic Vision, c'est le Scenic du 21e siècle.
Voilà, tout à fait. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire de plus par rapport au portrait robot que vous avez dressé là, qui est tout à fait complet. En fait, notre CEO, Luca De Meo, a décidé de revisiter ce modèle très iconique dont la première concept car était sortie en 1991, donc 30 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule familial pour Renault? C'est un véhicule, et on l'a dit, électrique, hydrogène, compact, parce qu'on est là aussi pour revisiter notre empreinte sur le climat et sur les ressources. Et donc, c'est un nouvel animal de la route. Ce n'est ni un SUV, ni un crossover. C'est vraiment un nouveau véhicule, une nouvelle silhouette et surtout une nouvelle conception très centrée sur l'économie circulaire. Alors justement, moi, c'est l'élément qui m'a marqué, c'est le fait d'imaginer qu'en fait, il y a pratiquement entre 70 et 90% des matériaux qui sont recyclés, qui sont utilisés dans ce véhicule, et qu'en plus, les matériaux qui sont dans ce véhicule, on pourra s'en servir pour en faire d'autres demain. Qu'est-ce que ça change justement dans la manière dont on fait une voiture, cette durabilité? Oui, alors tout à fait. Le véhicule est composé à 70% de matières recyclées. Donc là, vraiment, on a travaillé sur toutes les matières stratégiques en fait, qui font le plus gros du véhicule, donc l'acier, l'aluminium, les plastiques, voilà, les grandes matières. Et puis, on a travaillé aussi à leur recyclabilité, c'est-à-dire concevoir un véhicule pour qu'il soit recyclable lui-même. Donc là, l'exemple un peu iconique de ce véhicule, ce sont les sièges. Normalement, les sièges dans un véhicule, c'est un composant assez difficile à recycler. Il y a du polyuréthane, qui est une matière thermodure difficile à recycler. Et là, ils sont entièrement composés de polyester bas carbone recyclé monomatière. Donc en fait, une seule matière, ça permet non seulement de mettre beaucoup de recyclé, mais aussi de le recycler complètement à la fin. Et donc c'est à la fois recyclé et recyclable. C'est toute la dynamique dans laquelle les designers se sont attelés pour la conception de ce véhicule. Alors 2030, c'est demain. Ouais. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Parce que c'est vrai que les défis sont immenses pour un constructeur automobile comme Renault. L'électrification de plus en plus intense, avec sans doute de nouvelles technologies. Il y a aussi, d'un autre côté, le virage de l'autonomie en véhicule. Le côté recyclage, maintenant, qu'est-ce que vous vous donnez comme calendrier, en fait? Cette voiture de 2030 pourrait exister? Elle serait prête? Alors, elle existe déjà. Scenic Vision, ce véhicule, il roule en fait. Ce n'est pas un chocard. On peut se déplacer, circuler avec. On a poussé les curseurs jusqu'au maximum de ce qui était techniquement faisable de faire. Bien entendu, aujourd'hui, la manne en matière recyclée n'existe pas pour le porter à l'échelle, mais chaque pourcentage qu'on a annoncé, le 70% recyclé, le 95% recyclable, tout est faisable. Donc, comme tout est faisable, tout est déclinable. Donc on s'est fixé des objectifs dans notre feuille de route. Aujourd'hui, Mégane électrique, elle est déjà homologuée comme étant à 90% recyclable, par exemple. Aujourd'hui, en moyenne, nos véhicules sur les routes, on est assez bon là-dessus. Ils comportent en moyenne 30% de matière recyclée. D'ici 2 ans, on veut le porter entre 33 et 35%. Et l'augmenter encore pour 2030, dans les 5 années à venir. Donc voilà, on a plusieurs échelons comme ça de déclinaison de ces objectifs. Là, j'ai parlé de recycler, mais on a aussi une feuille de route pour la sécurité embarquée et pour la décarbonation, dont je peux parler aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Justement, la décarbonation, c'est un peu l'autre élément d'innovation qui m'a beaucoup interpellée sur ce véhicule. C'est qu'il a une motorisation, alors qui est hybride, mais qui est l'hybride électrique. Oui. Hydrogène. Alors c'est avec 800 km d'autonomie au total en faisant juste une petite recharge, un petit plein d'hydrogène, pas une recharge sur la route. Enfin, c'est quand même une technologie qui est inédite chez Renault. Oui, alors en fait on a exploré cette technologie-là parce qu'une fois qu'on a opéré le virage de l'électrique, ce qui est chose faite chez Renault depuis un certain temps, on a sorti la Zoé en 2013. Comment est-ce qu'on peut décarboner encore davantage? Une fois qu'on a passé le virage de l'électrique, le contributeur principal à l'empreinte carbone d'un véhicule, c'est sa batterie. Donc le prolongateur d'autonomie hydrogène est là pour réduire au maximum l'empreinte de la batterie. Donc concrètement, Scenic Vision, c'est un véhicule qui embarque une batterie de 40 kWh, ce qui est quand même très peu, c'est une autonomie d'à peu près 300 km. Avec un prolongateur d'autonomie, on arrive jusqu'à 500 km. Donc pour un Paris-Marseille, on fait Paris-Lyon avec cette autonomie-là. On fait un refill de 5 minutes et on va jusqu'à Marseille avec l'étendeur d'autonomie hydrogène. Ça permet d'avoir un véhicule, quand on ajoute à cela toute la décarbonation qui est liée aux matières recyclées, un véhicule qui, comparé à une Mégane électrique aujourd'hui, est décarboné à hauteur de 75%. Donc en fait, il a le poids en carbone, littéralement, d'une batterie d'un véhicule électrique aujourd'hui. Donc cette technologie hydrogène permet de franchir un pas supplémentaire dans la décarbonation et c'est ce qu'on explore. Bien sûr, on ne voit pas ça comme une applicabilité immédiate, mais ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut des stations, il faut pouvoir que les prix baissent aussi un petit peu, que ce soit sur le carburant hydrogène comme sur le prix de la voiture aussi. Et puis que la technologie se stabilise aussi, j'imagine. Exactement, que la technologie se stabilise. Nous, on a
pris le pari de l'hydrogène sur les véhicules utilitaires. On a une joint venture avec une entreprise qui s'appelle Plug Power et donc qui s'appelle IVIA, notre entreprise, et on développe des solutions clés en main hydrogène pour les véhicules utilitaires. L'applicabilité pour un véhicule électrique passager, pour les usagers tous les jours, on la voit plutôt une fois que le véhicule utilitaire aura tiré la technologie de l'hydrogène, que le territoire se sera maillé, et peut-être qu'à ce moment-là, si le maillage hydrogène a pris, on pourra réfléchir à une applicabilité pour vous et moi. Voilà, passionnant tout ça. On parlera beaucoup d'hydrogène aussi la semaine prochaine. Absolument, c'est l'une des grosses tendances de fond de l'automobile. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et vous restez avec nous. Maintenant, il est temps de retrouver l'essai de cette semaine, Pauline. Absolument. Et là, on va passer sur une voiture qui n'est plus une familiale comme le Scénic, mais qui est une toute petite voiture dédiée à la ville. Son nom, c'est la Toyota Aygo Cross. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Avec la mode des SUV, les voitures prennent de la hauteur et ça n'épargne pas les plus petits modèles, notamment Toyota qui remplace sa citadine Aygo par une version surélevée, l'Aygo X, ou plutôt Cross si on reprend sa dénomination officielle. Alors c'est une question de survie pour ces petits modèles. En effet, Peugeot et Citroën, ils ont par exemple fait le choix de ne pas renouveler les 108 et C1 qui étaient produites dans la même usine tchèque que l'Aygo. Désormais, c'est Toyota qui est l'unique propriétaire de cette usine et lui, il a choisi d'offrir un successeur à sa petite citadine. Au programme donc un changement de look, avec notamment ces protections de caisse autour des roues pour souligner un côté un peu plus baroudeur. Et on a également un changement à profond de dimension. Cette Aygo Cross, elle fait désormais 24 cm de plus que sa prédécesseur. Elle gagne également 6 cm en hauteur et près de 12 cm en largeur. Tout ça, ça doit profiter à l'habitabilité à bord. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur de cette Aygo Cross, on découvre finalement un habitacle beaucoup plus moderne que sur la précédente version. On a notamment cet écran tactile 9 pouces au centre qui est assez réactif et qui propose du CarPlay et du Android Auto sans fil, et ça c'est toujours agréable. On a aussi l'utilisation de plastique dur à foison, mais ça c'est un peu normal sur un petit modèle qui se veut pas cher, mais pas mal de petits détails plutôt réussis, notamment ces petits liserés orange qui rappellent notre finition de notre modèle d'essai, donc Air Limited. Petite originalité du côté du compteur derrière le volant, on a bien un compteur à aiguille traditionnel avec les jauges de réserve de carburant, mais il est surmonté d'un petit écran 4 pouces qui va quand même permettre d'afficher quelques informations comme la consommation ou également les modes de conduite enclenchés. Du côté des équipements de confort, on a de la climatisation automatique mais avec des boutons de réglage manuels et ça c'est toujours appréciable. Pour l'hiver, on adorera les sièges chauffants, mais nous avec l'été qui approche, on est ravis de pouvoir profiter du toit ouvrant en toile. Et on part tout de suite sur la route voir ce que donne cette Aygo Cross. Alors vous vous dites, on teste une Toyota, donc on a forcément une motorisation hybride sous le capot, et pas du tout. Sur cette Aygo Cross, Toyota propose uniquement une motorisation 100% thermique, et pour une raison assez simple, en fait, pour limiter le coût final pour l'utilisateur. On dispose donc d'un moteur 1 litre 3 cylindres atmosphérique de 72 chevaux, donc une puissance qui peut paraître assez limitée, mais en fait c'est bien adapté aux petits gabarits de ce véhicule qui se destinent plutôt à la ville. Donc cette puissance limitée associée à un poids qui reste aussi sous la tonne, ça va permettre à cette Aygo Cross de limiter ses émissions de CO2 et elle échappe ainsi au malus automobile. Sur notre modèle d'essai, on dispose de la boîte automatique donc à variation continue, donc le classique chez Toyota qui va avoir tendance un peu à s'emballer quand on appuie assez fortement sur l'accélérateur, mais finalement elle est plutôt bien adaptée à cet usage urbain et cette Aygo Cross elle est aussi proposée avec une boîte manuelle. On a également pas mal d'aides à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi des lignes de la route qui sont proposés de série, ce qui est un peu surprenant sur un véhicule à vocation urbaine pour une fonction qui servira plutôt sur voie rapide. En résumé, cette Aygo Cross elle se révèle en fait assez confortable dans son domaine de prédilection qui est la ville, avec un bon rayon de braquage, des bonnes suspensions et cette position de conduite surélevée qui va nous permettre de bien encaisser les défauts de la route ou encore les dodanes. Donc vraiment un bon véhicule pour la ville.
Côté tarif, cette Aygo Cross démarre à 15 990 € et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme Air Limited avec pas mal d'équipements dont ce verre cardamone, eh bien, il faut compter un prix de départ de 23 990 € auquel on ajoutera 1 000 € pour la commande de boîte automatique avec les palettes au volant. Des niveaux de tarifs et un positionnement de micro-citadine surélevé qui pourrait lui permettre de trouver son public, notamment face à des concurrentes massivement électrifiées, donc en hybride ou en 100% électrique et donc beaucoup plus cher. Chez Toyota, c'est aussi une solution pour proposer une alternative aux clients intéressés par la Yaris, mais qui n'est quasiment plus vendue qu'en hybride. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Alors, la Aygo X est toute petite, Pauline, mais on a en stock encore plus petit, Absolument. avec un concept très étonnant qu'on va vous faire découvrir maintenant, qui s'appelle Biro. Et on est avec le fondateur et directeur général, Com Drescher. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci de votre accueil. Alors quand on dit petit, on dit vraiment petit parce que je pense que si je m'allonge à côté de la voiture, elle est à peine plus grande que moi. Donc on est vraiment sur une toute petite voiture d'1,70 m. Le but, c'est quoi? C'est de concurrencer le scooter? C'est de concurrencer la petite citadine qu'on a vue juste avant? Alors en fait, l'idée du concept, c'était de concevoir le quadricycle électrique le plus petit du marché. Il fait 1,74 m de long et 1,03 m de large. Donc l'idée, c'était de combiner l'avantage du scooter, l'agilité du scooter, avec la stabilité d'une voiture. Pour tous ceux qui n'y arrivent pas trop à s'imaginer à quoi ça ressemble, c'est quoi? C'est comme un Twizy. Le Twizy, on l'en voit de temps en temps dans les rues. Ça ressemble un peu à ça? Alors oui, c'est encore plus court. Esthétiquement, on a un design italien, vu que le véhicule est produit en Italie. On a 2 places side by side, hein, donc c'est pas le même concept que le Twizy avec une place l'une derrière l'autre. Et on est totalement couvert en hiver avec un système de porte amovible si jamais on veut circuler en été sans avoir chaud. Donc on peut enlever les portes. On a un système de charnière où on a la possibilité d'enlever les portes, mais également en hiver d'être totalement couvert. Voilà, comme dans un vrai véhicule en fait. Voilà. Ça simplifie la clim, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Avec un pare-brise chauffant pour désembuer le pare-brise. Voilà. Alors on voit, si vous êtes avec nous à la télé, quelques petites images d'illustration, mais on ne voit pas vraiment le véhicule. Vous en êtes où en fait dans ce concept, Com? Alors le véhicule est commercialisé depuis quelques années en Europe et en France. On a donc lancé la filiale Biro France avec une boutique dans Paris, au 27 rue des Archives. Le véhicule est disponible à l'achat. On a notamment une grande partie de clientèle dans toute la France, que ce soit à Paris, dans le sud de la France et petit à petit dans les autres villes. Le véhicule est très présent en Italie et en Hollande, mais on est en train de développer de plus en plus de villes d'Europe aujourd'hui. Si vous êtes avec moi à la télé, on le voit vraiment là. Ouais. On n'est plus dans les petites images de dessins animés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une voiture électrique, mais avec une facilité d'utilisation, puisqu'elle se branche sur du 220 volts. Je n'ai pas besoin de faire installer un chargeur à la maison, une borne pour recharger. Voilà, parce que le véhicule consomme tellement peu qu'on le branche sur une prise murale. Et en 5 heures, on recharge totalement le véhicule pour parcourir ensuite 100 km, ce qui est quand même largement suffisant pour des déplacements urbains et périurbains pour le modèle 125. Alors voilà, parce qu'il existe 2 modèles, hein. Un modèle sans permis. Et un modèle avec un permis 125 qu'on peut conduire à partir de 16 ans. D'accord. Voilà. Et qui roule jusqu'à 60 km/h. D'accord, Voilà. Ça c'est le modèle 125, voilà. C'est ça? Et le petit... Le sans permis roule jusqu'à 45 km/h. Voilà, pour respecter la législation, Voilà. bien sûr. On n'a pas besoin de porter un casque, puisqu'on est dans un véhicule... Non, on est totalement couvert et il y a une sécurité dans ce véhicule parce qu'on a en fait, Estrima est producteur de cabines de tracteurs haute sécurité et donc on a dans le véhicule 2 arceaux qui en fait correspondent qui rendent robuste en fait la structure. Exactement. Au cas où on a un choc, etc. C'est ça? Voilà, exactement. Mais à l'intérieur, on se retrouve comme dans une vraie petite voiture avec un autoradio, avec voilà, tout et ce puis qu'il le faut. véhicule est totalement personnalisable, hein, que ça soit pour
pour la musique, pour la personnalisation esthétique du véhicule. Donc en termes de couleurs, en termes de sellerie, on propose plein de personnalisations différentes. Et quel est le prix de ce véhicule? Le prix démarre à 10 800 € hors bonus pour le véhicule standard. Et puis pour des véhicules avec un peu plus d'options et de personnalisation, on va être entre 13 et 16 000 €, toujours hors bonus. Voilà. Ça s'appelle donc Biro. Ça donne envie de tester. Hein. Complètement, de se faufiler en ville comme ça avec Voilà, cette petite c'est voiture, c'est vraiment envie d'essayer. Oui, parce que se faufiler en ville, ça devient un peu compliqué. C'est un peu complexe en ce moment. On est d'accord. Comme Drescher, merci beaucoup. Merci à vous. d'être passé par le plateau d'En route pour demain. Vous êtes le fondateur de Biro et c'est avec votre véhicule que se termine ce numéro. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Évidemment, la semaine prochaine. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. À très bientôt. Très bientôt. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.